Quelle est la différence entre le coaching et la formation? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Si vous vous posez cette question, peut-être que vous vous demandez quel chemin vous devriez prendre entre l'un et l'autre, entre le coaching et la formation, pour faire face à une situation personnelle ou professionnelle. On a tendance à sauter sur des formations très facilement, mais on méconnaît le coaching. Autre possibilité, vous êtes formateur ou coach et vous vous demandez, tiens, qu'est-ce que Pierre-Alex pense sur ce sujet? Alors je vais vous partager mon point de vue. Les deux dispositifs ont pour but d'aider les personnes à progresser dans un domaine, c'est évident. Cependant, les stagiaires des formateurs ou les clients des coachs ne sont pas soumis aux mêmes obligations et donc les dispositifs n'utilisent pas les mêmes leviers. Pour en savoir un peu plus sur le coaching à proprement parler, je vous propose de regarder la vidéo « C'est quoi le coaching ?» que j'ai fait par le passé et que vous pouvez consulter, ça vous permettra de comprendre un peu le processus global de coaching. Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre donc la différence entre le coaching et la formation, ce que vous pouvez attendre de l'un et de l'autre. Vous verrez aussi que j'aborde la différence de posture entre le formateur et le coach et vous saurez alors ce que le coaching peut vous apporter de différent d'une formation. Avant de commencer, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté. YouTube comprendra qu'il peut proposer ses contenus à d'autres personnes qui cherchent des réponses et cela à vous permettra de recevoir les notifications de YouTube lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos. C'est la garantie pour vous de bénéficier de toutes mes astuces. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Pour commencer à comprendre la différence que l'on peut trouver entre la formation et le coaching, j'ai décidé de partir de définitions officielles que l'on peut trouver sur des sites officiels tels que le site de l'INSEE et celui de l'International Coaching Federation. Sur le site de l'INSEE, on peut trouver la définition suivante. La formation professionnelle est un processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l'emploi. Ce processus peut intervenir en cours de formation initiale, par exemple apprentissage lycée professionnel, ou de formation continue. Cette définition éclaire un point important, la formation permet l'acquisition de connaissances et de compétences. Je partage un peu moins ce deuxième point parce que ma vision, c'est que les compétences, on les développe plus qu'on ne les apprend, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il s'agit en tout cas d'apprendre des connaissances théoriques et techniques pour pouvoir occuper un poste ou exercer un métier, et ce sont des connaissances que potentiellement nous n'avions pas avant d'aller en formation. En règle générale, une formation elle a un but, on y va pour apprendre à faire des choses ou répondre à des situations de travail, et un point fondamental, c'est que ce but est fixé par le formateur ou par l'institution. À la fin de la période de stage, les stagiaires peuvent mettre en application ce qui a été appris dans le cadre théorique, les procédures, et mettre en place également les techniques qui ont été abordées. Concernant la période, elle est définie, c'est 1 jour de formation, 2 jours, 5 jours, plusieurs mois d'affilée où il peut y avoir des intercessions. On peut retrouver la forme de l'alternance proposée dans le cadre des centres de formation d'apprentissage qui mélange des parcours où il y a des cours à l'école et puis des phases de travail en entreprise. On peut retrouver la même chose avec des stages où on peut avoir plusieurs modules d'apprentissage pur et puis des phases de travail au sein de l'entreprise. Pour définir le coaching, comme je vous le disais, j'ai pris la définition qu'on trouve sur le site de l'International Coaching Federation, ce qui vous permet aussi de la consulter de votre côté. Et l'ICF définit le coaching comme une alliance entre le coach et ses clients dans un processus qui suscite chez eux réflexion et créativité afin de maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Pour accompagner l'évolution d'une personne, d'une équipe ou d'une organisation, le coach s'appuie sur l'art de la relation qui permet d'entrer en interaction avec quelqu'un d'une façon telle qu'il réalise les projets qu'il choisit de mettre en œuvre en transformant, si c'est pertinent, ses attitudes et ses compétences. Ce que l'on peut voir dans cette discipline, c'est que le coaching permet d'optimiser un potentiel qui est déjà existant, là où la formation aurait pour objectif l'acquisition et la construction de ce potentiel. Ce que je vois souvent dans les accompagnements que je peux faire depuis plusieurs années, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené au coaching, c'est que bien souvent les gens savent ce qu'ils doivent faire, ils connaissent en fait la théorie, ils connaissent les procédures, mais ils ne parviennent pas à les mettre en œuvre quand ils sont en situation de travail.
Par exemple, ils peuvent avoir peur des conséquences, ils n'osent pas aborder les points bloquants avec leur N+1 ou leurs équipes, ou alors ils pensent qu'ils vont être critiqués parce qu'ils ont une vision différente ou qu'ils vont faire un choix de résolution qui ne sera pas habituel au sein de l'équipe. Bref, il y a de multiples raisons pour que les gens ne fassent pas ce qu'ils savent faire. Souvent, ces personnes sont prises dans un système qui a ses propres dynamiques psychosociales, qui a des normes finalement, et qu'elles perçoivent avec leurs croyances, leurs peurs, leurs doutes, et la façon dont elles pensent finalement les choses induit leur comportement et les réponses qu'elles vont pouvoir apporter aux situations. Et dans certains cas, les réponses sont complètement inadaptées à ce qui se présente. Le coaching vient donc en aide à ces personnes pour qu'elles puissent dépasser leur blocage et mettre en action leurs compétences là où seules elles n'y parviendraient pas, principalement à cause de leurs croyances. Pour conclure ce point, il y a une différence majeure qui apparaît entre ces deux disciplines, c'est finalement le rapport au savoir. Dans la formation, c'est un peu caricatural évidemment, mais parce que les choses en plus changent un peu dans ce domaine ces derniers temps, c'est que en formation, c'est le formateur qui sait et le stagiaire qui sait pas et qui est là pour apprendre. Dans le coaching, le client, il sait déjà et donc il dispose de tout ce qu'il faut pour résoudre les situations et le coach, il est juste là pour accompagner son client à atteindre les objectifs que lui-même s'est fixés. Cette approche différente du savoir, de la connaissance, nous permet d'aborder finalement le deuxième point, qui est celui de la posture du formateur et du coach. Le formateur, c'est un expert de son domaine. Il détient la connaissance, les connaissances théoriques, les connaissances techniques de son activité. Il a également, dans de nombreux cas, beaucoup d'expérience. Et c'est de ça qu'il tire sa légitimité. Son rôle, c'est de transmettre à ses stagiaires, ses étudiants, ses apprenants, selon le terme qui vous convient, et tout ça en utilisant des techniques pédagogiques qu'il a appris dans le cadre d'un cursus de formateur. Cette mise à disposition des connaissances, elle permet donc à de nouvelles personnes de se les approprier pour pouvoir les manier à leur tour et améliorer finalement leur capacité pour répondre aux situations qui se présentent, aussi bien dans le champ professionnel que personnel, selon la formation qui est choisie. Je décris souvent la relation formateur-formé comme dissymétrique. Parce que dissymétrique, j'entends un qui est au-dessus de l'autre, parce que le formateur sait et l'apprenant ne sait pas. L'un est au-dessus de l'autre, comme je vous le disais, et c'est vrai dans la maîtrise du sujet. Par exemple, un formateur qui parle anglais et qui doit apprendre l'anglais à des stagiaires, il en sait plus que le stagiaire qui ne sait pas parler anglais. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai lorsque l'on sort de cette expertise, parce que chaque personne est libre d'apprendre ce qui lui semble important pour elle-même. Et ce point-là, il est parfois difficile à comprendre ou à accepter de la part des formateurs, surtout dans des formations institutionnelles où il y a des nouveaux arrivants qui doivent apprendre le métier de l'institution. Trop souvent, les formateurs que j'accompagne sous-estiment la capacité de leurs stagiaires parce qu'ils débutent dans la discipline. Et c'est comme si les formateurs voulaient être reconnus comme des experts et que les stagiaires boivent les paroles sans esprit critique. Ils ont également souvent une exigence de la part de leurs stagiaires qui est très haute et ils oublient parfois que leur expertise, elle s'est construite sur plusieurs années. Et donc les stagiaires, évidemment, ils ne peuvent pas répondre à ces exigences en quelques jours de formation, juste parce que le formateur serait très bon dans son domaine et finalement communiquerait assez bien avec ses stagiaires. Ils oublient beaucoup, ces formateurs, que finalement ce ne sont pas les formateurs qui forment les stagiaires, comme on l'entend dans ce langage courant de la formation, mais que ce sont les stagiaires eux-mêmes qui se forment en s'appuyant sur ce que savent les formateurs. En gros, les formateurs, ils mettent à disposition des stagiaires des informations, et les stagiaires prennent ce qui leur semble important, pertinent pour eux, un peu comme un libre service. Et même si ces formateurs espèrent que les stagiaires apprennent tout, parce que ça serait super bien, parce que ça leur permettrait de tout connaître et de pouvoir tout résoudre, eh bien c'est un leurre, parce que la réalité c'est qu'ils garderont uniquement ce qui les a convaincus, ce qui les a touchés, ce qui leur a parlé et qu'ils auront envie de mettre en œuvre. Et donc je dis aux formateurs, à vous, d'être convaincants pour que les stagiaires soient convaincus. Il y a donc dans la posture du formateur une position qui est souvent haute, c'est moi qui sais et toi t'apprends, je te dis ce que tu dois faire et même c'est moi qui valide si ce que tu fais c'est conforme ou pas. Alors évidemment que le formateur qui est expert dans son domaine, il a une idée de la conformité, mais je pense qu'il y gagnerait en permettant aux stagiaires de pouvoir identifier ce qui est conforme ou ce qui ne l'est pas et donc d'aider son stagiaire à valider par lui-même ce qu'il a réussi à mettre en œuvre. Concernant le coach, la posture est différente.
Il n'est pas obligé de connaître le travail de son client, il peut avoir une idée de son environnement, de ses enjeux, de ses contraintes, et puis s'il ne les connaît pas, finalement, c'est pas très grave parce qu'il peut les découvrir lorsqu'il rencontre son client au fil des séances. Et c'est d'ailleurs plutôt intéressant dans l'approche du coaching parce que c'est ce qui amène le client à expliquer son environnement à son coach, et donc de voir son métier sous des angles que peut-être il ne pense plus à regarder. L'expertise du coach, elle repose sur la relation qu'il va pouvoir instaurer avec son client, sur la relation que le client a avec son propre environnement de travail, sur le fonctionnement de l'humain face aux situations de la vie quotidienne, professionnelle ou personnelle. Il ne connaît donc pas les réponses pour son client, il ne juge pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ce qui est conforme ou ce qui ne l'est pas, il travaille à partir de ce qui est, tel que c'est, tel que ça se présente. Et c'est par ce positionnement que le coach va permettre à son client d'être la personne qu'elle est vraiment, réellement, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses capacités à répondre aux situations qui se présentent sans jugement. Juste pour être avec son client, dans le même espace et dans le même moment, au moment présent. À son rythme, il accompagne donc son client dans l'analyse de la situation, des enjeux, dans la définition des objectifs, dans l'inventaire de ses ressources, dans l'élaboration de sa stratégie et la mesure de ses résultats. C'est tout ce processus en fait qui vise à accompagner le client vers l'autonomie pour qu'il puisse ensuite faire lui-même face aux nouvelles situations sans l'aide de quelqu'un. Il y a quand même un point sur lequel le coach a une posture haute, c'est le cadre et les règles qui sont fixées par le processus de coaching. Ces règles, elles sont définies dans le contrat, donc tout le monde les connaît, aussi bien le client que le coach. Le coach aura à veiller à l'application de ces règles pour permettre à son client de travailler efficacement. On dit du coach finalement qu'il a une posture basse avec son client sur l'expertise de son client, sur son métier, les connaissances qui sont mobilisées pour répondre aux situations, mais on dit que le coach là reprend une position haute par rapport au cadre du coaching pour que les règles définies ensemble soient respectées tout au long du processus. En comparaison, le formateur pourrait avoir lui une posture basse sur l'apprentissage et la relation avec son stagiaire et une posture haute sur son expertise pour rester garant de la conformité des informations qui sont transmises à ses stagiaires. Alors évidemment, les frontières peuvent être fines entre la formation et le coaching. Certains formateurs pourraient avoir des attitudes d'accompagnement proches de celles du coach et parfois le coach pourrait proposer des outils qui peuvent aider leurs clients dans leur progression. Et d'ailleurs, bon nombre de coachs sont d'anciens formateurs parce que quand on a compris la puissance de faire émerger des prises de conscience chez les personnes, eh bien, passer à une posture de coach et à celle d'accompagnant, ça devient très logique. Et on voit à quel point on peut laisser beaucoup plus les stagiaires expérimenter des choses et trouver par eux-mêmes que d'être vraiment dans une posture de transmission permanente. Je fais entre autres partie de ces coachs qui ont été des formateurs qui ont donné le plus possible d'autonomie à leurs stagiaires pour finalement s'apercevoir qu'ils avaient peut-être plus besoin d'être accompagnés que d'être enseignés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de la formation et du coaching ? Eh bien, si vous cherchez vraiment à acquérir de nouvelles connaissances, des nouvelles techniques, avoir accès à des éléments théoriques sur un domaine particulier, je pense que c'est intéressant de vous pencher sur une formation pour apprendre ce que vous ne savez pas faire. Vous pourrez ainsi accéder à des nouvelles connaissances, à des nouvelles pratiques, tester, améliorer votre socle de compétences personnelles et professionnelles. Par contre, si vous avez déjà le bagage nécessaire dans votre domaine et que vous ne parvenez pas à mettre en œuvre ce que vous savez, alors c'est que vos blocages ne sont pas liés à vos connaissances mais à vos croyances. Et là, je pense que c'est le coaching qui vous sera plus utile. Un exemple, les gens qui passent des concours enchaînent très souvent des formations pour en apprendre toujours plus et avoir réponse à toutes les questions. Et le jour J, ils ne sont plus capables de répondre à rien. Ou alors, ils ont répondu à tout, mais sont restés en position de candidat, d'élève, et comme un bon élève, qu'est-ce qu'on répond à ça ? Je réponds ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Je réponds ça. Mais ils ont oublié de se positionner comme professionnel qui va analyser une problématique et apporter une solution à l'institution qui organise le concours. Résultat, ils ne trouvent pas leur nom sur la liste d'aptitudes. Idem pour les entrepreneurs, ils enchaînent toujours plus de formations, font l'acquisition d'outils pour toujours améliorer les processus de vente, le moindre acte entrepreneurial, mais en fait, ils parviennent toujours pas à communiquer sur leurs offres, ils doutent et ils reprennent une nouvelle formation plutôt que de tester ce qu'ils savent déjà faire. Dans ces deux cas, le coaching est une bonne solution parce qu'il va permettre aux clients de faire avec les capacités du moment et avancer petit à petit
vers les objectifs que le client s'est fixé lui-même. Et l'avantage, c'est que quand le client repart dans ses travers d'une nouvelle formation, par exemple, le coach peut l'aider à identifier ce qui est en train de se passer une nouvelle fois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vous en savez plus sur ce que peut vous apporter la formation et le coaching, et notamment la différence que l'on peut retrouver entre un formateur et un coach. De façon synthétique, le formateur apporte des connaissances à des personnes qui en ont besoin, et le coach aide des personnes à passer à l'action quand ils ne parviennent pas à utiliser les compétences et les connaissances qu'ils ont déjà. L'un et l'autre sont donc complémentaires et permettent aux personnes de trouver ce dont ils ont besoin pour répondre à leur situation. Et donc si vous voulez apprendre et trouver des conseils, prenez le chemin de la formation. Vous voulez mettre en œuvre vos capacités, vos compétences en étant sûr de donner le meilleur de vous-même, prenez un coach. D'ailleurs, je peux moi-même vous accompagner si vous le souhaitez et vous trouverez des moyens de me contacter dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me laisser un like, en fait, c'est un bon moyen pour le faire. Ça me permet aussi de mesurer si les contenus que je vous propose répondent à vos besoins. Vous pouvez également me poser des questions dans les commentaires et sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.